Bonsoir et bienvenue. Il est un petit peu plus de 18h30. On est bien sûr en direct dans le studio de Boursorama. On est ravis de vous retrouver ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce webinaire consacré aux ETF. ETF, c'est pour Exchange Traded Fund. On parle aussi parfois de fonds indiciels, des produits simples, cotés en continu et qui permettent de répliquer la performance d'un indice ou plus généralement d'un panier de valeurs. Et en plus, grâce à Boursorama, eh bien, vous bénéficiez d'une vaste sélection de produits de notre partenaire iShares. iShares, c'est la marque ETF de BlackRock et le tout avec 0 € de frais de courtage. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans ce webinaire. Alors vous avez l'offre, vous avez la définition synthétique, mais parce qu'il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique, on a voulu ce soir répondre à toutes les interrogations que vous êtes susceptibles d'avoir sur ces produits, de façon à ce qu'à la fin de ce moment d'échange, vous puissiez commencer à investir ou vous perfectionner dans votre stratégie d'utilisation des ETF. Bon, il y a du défi, mais heureusement, je suis très bien entouré ce soir puisque pour répondre à toutes vos questions, j'ai 3 experts sur le plateau avec moi, à commencer par Arnaud Gian, directeur iShares France chez BlackRock. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Laurent. Et puis il revient après une longue absence sur les plateaux, Andrea Dagnano, chef de produit marketing bourse chez Boursorama. Bonsoir Andrea. Bonsoir Laurent. Et à ses côtés, Thomas Baudry, chef de produit marketing bourse, lui aussi chez Boursorama. Bonsoir Thomas. Bonsoir Laurent. Bon, si vous avez regardé les webinaires, si vous êtes un fidèle, si vous connaissez bien la formule, vous le savez, on est prêt bien sûr à recevoir toutes les questions qui vont tomber en direct. On en a déjà reçu bien sûr là aussi comme d'habitude au moment de l'inscription. Donc on a gardé certaines qui étaient particulièrement intéressantes. Et puis d'ailleurs, ce soir, on va laisser une large part aux questions. On va faire malgré tout une petite présentation synthétique. Tout d'abord, pour ne laisser personne au bord du chemin, on va commencer avec vous Andrea. On va rappeler les bases finalement avec cette question qui va poser un petit peu le fondement de notre réflexion. Mais au fait, c'est quoi un ETF ? C'est quoi un ETF ? Vous l'avez très bien introduit Laurent. Donc on parle d'Exchange Traded Fund, en français donc fonds indiciels cotés en bourse. Donc l'objectif, c'est de permettre à un client d'accéder en une seule transaction à un panier de valeurs. Oui. Donc quand on parle d'ETF, on parle souvent de gestion passive. Je pense que tout le monde a déjà entendu ce terme. Et donc effectivement, l'objectif d'un ETF, c'est de répliquer la performance d'un indice. On l'oppose souvent à la gestion d'OPC dits classiques, qui sont en gestion active, où là, un gérant essaye de surperformer un indice de référence. Et donc là, la différence fondamentale entre un ETF et un fonds plutôt classique. Là, on n'essaye pas de le battre, on essaye de répliquer le plus fidèlement possible. Tout à fait, de répliquer le plus fidèlement possible. Bon, alors ça c'est pour la définition générale d'un ETF, mais c'est une grande famille les ETF, il y en a pas mal de types différents. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail avec vous Andrea ? Bien sûr, alors tout à fait, l'avantage des ETF c'est effectivement de pouvoir être indexé, donc de bénéficier de la performance de plusieurs secteurs différents. On peut très bien avoir un ETF sur un indice de marché traditionnel, par exemple le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq, donc ça c'est des ETF indices actions. On peut également avoir des ETF thématiques. On peut avoir d'investir sur des thématiques spécifiques, l'énergie, la santé, l'intelligence artificielle, qui est plutôt le vent en poupe, qui est quelque chose d'assez actuel. On a également des ETF qui sont géographiques, qui vont investir par exemple sur la zone euro, sur l'Asie, donc vraiment exposition géo. Et puis aussi, donc ça c'est revenu aussi assez récemment sur le devant de la scène, des ETF obligataires, avec le contexte qu'on connaît, qui sont effectivement devenus des produits assez attractifs et qui intéressent de plus en plus les investisseurs particuliers. Bon, mais tout ça, finalement, je peux le faire avec des actions. Donc je me dis, mais pourquoi ce serait plus intéressant quel serait l'avantage de le faire avec un ou plusieurs ETF ? Alors, j'ai listé pour moi les 3 grands avantages principaux qu'a un ETF. C'est que, bon, déjà, l'objectif, il est simple, on l'a dit tout à l'heure. On a un indice de référence, on essaye de le répliquer le mieux possible, le plus fidèlement. Donc voilà, le concept est plutôt simple et c'est transparent. On achète un ETF sur le Nasdaq 100, on sait de quoi est composé le Nasdaq 100, il n'y a pas de surprise au bout. Ensuite, les coûts sont faibles. Les frais de gestion des ETF sont vraiment beaucoup plus faibles que les fonds dits en gestion active. Et en plus, comme vous l'avez mentionné Laurent tout à l'heure, sur certains ETF, on n'a même aucun frais de courtage. C'est encore mieux. Avec l'offre Boursorama, donc les frais extrêmement faibles. Si on donne un chiffre, on est souvent sous 1% de frais de gestion. Largement sous 1%, même aujourd'hui sous 0,5% pour la plupart des produits. Okay. Et puis en termes de diversification, c'est aujourd'hui, vous voulez être exposé au Nasdaq 100, Laurent, vous allez devoir acheter les 100 valeurs du Nasdaq. Donc ça va vous prendre un certain temps, ça va coûter un peu cher pour certaines. Un petit peu cher, ça va demander un gros ticket d'entrée et puis effectivement une surveillance continue. Là avec l'ETF, vous diversifiez en une seule transaction, vous voulez être exposé au marché américain, mais vous passez un ordre de bourse sur un ETF Nasdaq 100 par exemple, et puis vous êtes tout de suite diversifié
sur ce secteur-là ou sur cet indice-là. Ouais. Un dernier mot qui est sur cette slide et qui est important aussi, c'est l'accessibilité, parce qu'on pourrait se dire oui mais d'accord, mais si le prix d'un ETF c'est très cher, finalement ça revient au même, sauf que c'est pas le cas. C'est pas le cas, en général ils sont plutôt, alors ça va dépendre des produits, on a un petit peu de tout, mais ça peut être compris entre 5 € la part d'ETF jusqu'à 100 € ou plus, mais ça dépend des produits. Mais en tout cas, ça reste largement accessible. Et puis, c'est ce que j'ai écrit là dans cette slide, ça veut dire que ça se fait en 3 clics, hein. On trouve le bon ETF, je pense que Thomas en parlera tout à l'heure, on trouve le bon ETF sur le site Boursorama par exemple, on l'achète et puis voilà, c'est comme un ordre sur une action, c'est aussi simple, ça ne demande pas plus de connaissances techniques que quand on passe un ordre sur une valeur action comme on le fait habituellement. Bon, n'hésitez pas à poser vos questions, on va peut-être pas les prendre tout de suite, mais vous inquiétez pas, elles vont tomber sur la tablette et on consacrera un long moment pour y répondre. Justement Andrea, on a souvent des questions sur ETF et dividendes, notamment cette question de Timothée qui avait été posée au moment où il s'est inscrit pour le webinaire. Vaut-il mieux acheter un ETF distribuant ou capitalisant ou trouver les bonnes informations concernant les frais? Bon, deux questions en une, on va peut-être se concentrer dans un premier temps sur celle sur le dividende. La question qu'on nous pose souvent, c'est oui, mais quid des dividendes quand on achète un ETF? Tout à fait, donc il y a effectivement deux façons de procéder. On a donc les ETF qui capitalisent les dividendes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas détachés du produit, mais ils sont réinvestis dans le produit. Donc ils vont venir contribuer à la performance du produit. Il y a donc les ETF distribuants, où là, en fait, un peu comme une action, hein, à un moment donné, sur son ETF, on reçoit un dividende qui arrive sur son compte. Et là, bah, ça, on creusera encore peut-être aussi tout à l'heure un petit peu plus profondément dans ce sujet, mais quand il arrive sur le compte, il va être fiscalisé en fonction aussi de l'enveloppe dans laquelle on le détient. Après, il y a une fiscalité qui peut être interne à l'ETF. Donc ça, je pense que Arnaud sera plus à même d'en parler et puis d'aller plus loin dans le sujet. Donc voilà, donc deux types d'ETF, capitalisants et distribuants sur la partie dividende, sachant que pour les retrouver simplement, en général, si vous allez sur le site Boursorama, voilà, vous regardez le nom et à la fin, vous avez ACC ou DIS, DIS. Et c'est comme ça qu'on le reconnaît facilement, en tout cas avec le libellé d'un produit sur le site Boursorama. Bon, ben voilà, en tout cas. Autre question un petit peu plus experte. Alors, on va essayer d'être vraiment simple pour perdre personne en route. On l'a dit, les ETF, ça réplique un indice, sauf qu'il y a il y a deux grandes façons de répliquer un indice. Il y a ce qu'on appelle la réplication physique et la réplication synthétique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça comme si j'avais 6 ans? Effectivement, alors c'est pareil, c'est un sujet dont les investisseurs entendent souvent parler. On parle d'ETF à réplication physique ou synthétique. Donc pour faire simple, quand un ETF est en réplication physique, on va prendre l'exemple d'un ETF CAC 40, ça va parler à tout le monde. En gros, derrière ça, quand vous achetez un ETF CAC 40, le gérant va investir dans les 40 sociétés du CAC 40. Donc lui, il achète ses valeurs. Exactement. Et après, il fait un produit avec qu'il vous propose. Exactement. Donc ça, c'est de la réplication dite physique. Oui. Ensuite, en synthétique, vous allez acheter un ETF, je reprends le même exemple, CAC 40, vous allez avoir la performance du CAC 40, là-dessus, il n'y a pas d'entourloupe. Et par contre, le panier pourrait être composé d'autres valeurs. C'est-à-dire que le gérant pourrait acheter des valeurs qui sont différentes de celles du CAC 40, mais lui va toujours vous donner la performance du CAC 40. Bon, je fais référence à l'autre expert que j'ai sous la main, Arnaud. Pourquoi on pourrait choisir l'un plutôt que l'autre, notamment quand on est gérant ? Alors, quand on est gérant de notre côté, déjà nous, on offre un choix. Oui. Donc on n'est pas là en train d'aiguiller nécessairement. Ce qu'on a fait, c'est que partout, on a une expertise de gestion. C'est-à-dire que l'achat de titres et la gestion, la réplication, comme évoquait Andrea, c'est-à-dire de la surveillance, on va le faire de cette façon-là. Lorsqu'il y a un accès au marché de l'indice sous-jacent qui est plus complexe, on va avoir recours à la gestion synthétique. D'accord. Notamment les matières premières. Sur des marchés qui sont finalement pas matières premières, de façon peu simple, pas compliquée. Soit faut stocker du pétrole derrière, soit du coup il faut passer par des contrats dérivés. Oui. Et donc du coup d'avoir la performance de l'indice, mais de manière synthétique, comme on disait. Et après il y a un autre cas de figure où effectivement la performance que l'on peut obtenir de cette réplication synthétique peut être améliorée par justement ces contrats dérivés. Donc il peut y avoir un intérêt à le faire. Et c'est notamment souvent le cas des actions américaines qui se trouvent être du coup moins fiscalisées. On parlait de la fiscalité à l'intérieur du fonds. Il se trouve qu'il y a effectivement des taxes sur les dividendes, pour certains qui connaissent. Et donc ces taxes sur ces dividendes ne sont pas appliquées dans le cadre de contrats dérivés. Et donc il peut y avoir un intérêt à le faire de ce côté.
Bon, ils sont taquins à la régie parce qu'ils m'enlèvent les questions avant que j'ai pu les poser, donc laissez-les-moi le temps que j'arrive à les voir. Heureusement, je m'en souviens. On avait une question qui est tombée, du coup, je suis désolé, je n'ai pas votre prénom, qui demandait en fait sur les dividendes, est-ce que c'est la moyenne des dividendes? Peut-être là aussi, Arnaud, si vous voulez nous expliquer comment ça fonctionne concrètement, cette distribution ou cette accumulation de dividendes sur un ETF. Très bien. Donc effectivement, il y a les deux versions, distribuant et accumulant, donc d'où le 10 et AC. Dans les deux cas de figure, lorsqu'il y a un détachement de dividendes ou un détachement de coupons, le gérant d'actifs, quel qu'il soit, nous et d'autres, on va recevoir ce revenu et on va le redéployer sur l'indice de référence. Donc, dans le cas du CAC 40, pour reprendre l'exemple d'Andrea, on va racheter en fait les entreprises qui sont dans cet univers. Maintenant, dans le cas du distribuant, de manière périodique, on va regarder l'accumulation des revenus perçus par le fonds et on va faire ce détachement. Donc ce n'est pas une moyenne, c'est vraiment l'accumulation de ce qui a été perçu, par exemple sur 6 mois donnés. Le classique, c'est de payer 2 fois par an. Il y a des variations, on a qui payent de manière trimestrielle, d'autres annuelles, mais on va prendre comme exemple 6 mois. Et donc, il y aura ce détachement. Dans le cas où il n'y a pas de détachement, effectivement, l'ETF va juste conserver ce revenu qui a été réinvesti et du coup le capitaliser. La version française d'accumulant, c'est capitalisant. Et donc de capitaliser ce revenu qui va se retrouver dans la performance de l'ETF au travers de sa valorisation qui est via la VL que vous pouvez retrouver sur le site Bourseau, etc. Complément d'information très utile. Andrea, on se dit que les ETF, parfois, notamment en France, on a l'impression que c'est un produit nouveau. D'ailleurs, il y a des gens qui s'inquiètent, ils disent « Oh là là, mes ETF, je ne connais pas trop, ça a l'air nouveau ». Sauf qu'en fait, pas tant que ça. Pas tellement, effectivement. Mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier puisque c'est un sujet d'actualité, ça, surtout pour les particuliers. Effectivement, on va dire que l'intérêt est quand même plutôt récent. Mais oui, le premier ETF qui a été listé, ça date quand même de maintenant 1990. C'est à peu près l'âge de Thomas, je crois. Et du coup, il est encore jeune. Il est encore jeune. Plus jeune que l'ETF. Il a été listé à Toronto. Voilà, c'était un ETF sur l'indice Toronto 35 et donc listé donc sur la bourse de Toronto en 1990. Donc ça fait effectivement maintenant 34 ans. Donc c'est pas si jeune que ça. Pour le premier ETF qui a été listé en France, là, ça nous emmène en 2001. C'était l'ETF Lixor 440 à l'époque, que beaucoup, je pense, de clients ont connu. Et puis pour le premier ETF avec une exposition monde, eh bien là, on le doit à iShares. C'était l'iShares Dow Jones Global 50 Titans qui a été listé en 2001. Donc ça, c'était vraiment le premier ETF avec une exposition aussi mondiale. En fait, avant, c'était plutôt des indices de marché. Donc c'était iShares qui a lancé ce produit en 2001. 20-30 ans d'historique, donc ce n'est pas un produit nouveau, les ETF. Voilà, on sait grâce à Andrea un petit peu ce qu'est un ETF, comment il fonctionne, comment il réplique les indices qu'il suit. Ce qui est intéressant maintenant, pour être complet, c'est de savoir dans quelle enveloppe, alors le terme là aussi est un petit peu barbare, dans quel type de produit financier on va pouvoir loger cet ETF. Et ça tombe bien parce que le spécialiste des enveloppes chez nous, c'est Thomas, c'est son grand dada. Alors expliquez-nous, Thomas, dans quel produit financier on va pouvoir loger nos ETF. Très bien, on va essayer d'être clair et synthétique, mais effectivement, là, on a vu donc, tout l'intérêt que peut avoir un ETF dans la constitution d'un patrimoine pour un particulier. Donc l'aspect suivre un indice, l'aspect aussi de dépassionner un peu l'investissement en achetant tout l'indice plutôt qu'en essayant de faire soi-même son marché. Mais une fois qu'on a sélectionné l'ETF sur lequel on souhaite investir, effectivement, il faut savoir où est-ce qu'on va le loger, dans quelle enveloppe d'investissement on va le loger. Et pour ça, il y a quatre grandes enveloppes d'investissement dans lesquelles on peut loger des ETF, que sont le PEA, l'assurance vie, le compte titre ordinaire et le plan d'épargne retraite. On va revenir rapidement donc, sur l'avantage et peut-être aussi les limites à chaque fois de chaque enveloppe. Donc on va peut-être commencer par le PEA parce que c'est aujourd'hui en France, le PEA c'est vraiment l'enveloppe fiscale la plus adaptée pour investir en action d'un point de vue fiscal. Puisqu'il faut avoir en tête qu'on a parlé là jusqu'à présent de la fiscalité des produits. Mais après, encore une fois, lorsque le particulier investit, il est aussi fiscalisé sur les gains qu'il réalise. Et pour ça, l'enveloppe la plus optimale, c'est évidemment le PEA, puisque 5 ans après l'ouverture de votre PEA, la seule fiscalité que vous allez payer, c'est celle des prélèvements sociaux, qui sont de 17,2% aujourd'hui en France. Et en plus, vous ne les paierez qu'à la sortie du produit. Donc tant que l'ETF et même les revenus qui en sont tirés restent
dans le PEA, on ne paye pas d'impôts. Donc on peut faire travailler ces impôts le temps qu'on sorte le produit de cette enveloppe. Le PEA, il y a une limite de 1 PEA par personne, c'est 150 000 € de versement maximum, mais la valorisation, si jamais vous faites de bons investissements, peut être c'est tout ce qu'on souhaite aux gens qui nous regardent. Oui. Et autre avantage du PEA, c'est qu'il n'y a pas de frais d'enveloppe comme dans les produits assurantiels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais récurrents qui sont ponctionnés chaque année. On reste sur un produit où finalement, si vous investissez sur des ETF Bourse au Market, par exemple, vous ne paierez que les frais de gestion de l'ETF dans l'enveloppe, puisqu'il n'y aura ni courtage ni frais d'enveloppe. Bon, petite contrainte quand même sur le plan d'épargne en action, le PEA. Alors la contrainte, il y en a deux. La contrainte, c'est qu'évidemment, comme son nom l'indique, action, on ne peut mettre que des actions dedans, donc il n'y a pas d'autres classes d'actifs disponibles. Et il y a aussi une contrainte géographique qui a été fixée par le législateur, c'est-à-dire qu'on ne peut investir que dans les produits européens, mais on y reviendra. Et d'ailleurs, on a déjà commencé à l'évoquer. La réplication dite synthétique permet justement de contourner un petit peu cette règle, tout en restant évidemment 100% légal. Contourner un peu peut-être l'esprit de la règle et d'avoir une exposition internationale sur cette enveloppe qui est normalement dédiée au marché européen. Bon, voilà pour le PEA, le plan d'épargne en action. Voilà. On a ensuite l'assurance vie qui est l'enveloppe sûrement la plus souscrite et la plus importante pour les Français qui débutent en tout cas en investissement. Donc l'avantage de l'assurance vie, on ne va pas donner tous les détails, mais il y a surtout des avantages en termes... On a des webinaires entiers dédiés à ça. On a des avantages en termes de transmission. Ça permet donc de sortir de l'assiette successorale les encours qui sont dedans. On a un avantage aussi en termes de fiscalité, puisque une assurance vie de plus de 8 ans permet de faire un certain nombre de retraits qui seront fiscalisés au même niveau que le PEA, jusqu'à un certain montant. Ça dépend de votre situation familiale, mais globalement, au-delà de 8 ans, il y a un intérêt qui est certain. Et il y a aussi un avantage peut-être pour les plus néophytes d'entre nous, c'est que malgré tout, il y a quand même une simplicité d'investissement, puisqu'on n'a pas cette notion de passage d'ordre qui peut-être rebuter pour les plus débutants. On a un parcours d'investissement qui est assez simple et qui peut être bien pour démarrer. Je vais aller rapidement du coup sur les autres enveloppes, mais le compte titre finalement ça se comporte un petit peu comme le PEA, à la différence qu'il n'y a pas de plafond d'investissement, vous pouvez en ouvrir autant que vous le souhaitez. Vous êtes soumis à la fiscalité du droit commun, donc c'est-à-dire en France aujourd'hui le prélèvement forfaitaire unique, donc les 30% de flat tax. Et vous pouvez avoir un univers d'investissement extrêmement large, puisque c'est une enveloppe d'investissement dans laquelle tout type de produits sont éligibles, en particulier les ETF obligataires qui ne sont pas accessibles dans le PEA, mais que vous pouvez investir dans le compte titre. Et enfin, le plan d'épargne retraite. Un produit le plus récent parmi tous ceux qui ont été cités, donc qui est spécifiquement dédié à la préparation de la retraite, dans lequel donc chez Boursorama on a une gestion pilotée, donc 100% ETF, donc la gestion dite à horizon, donc qui vous permet d'investir en fonction de votre horizon de départ à la retraite, et également une gamme en gestion libre dans laquelle vous avez des fonds indiciels. Et là l'intérêt il est avant tout fiscal, puisque vous pouvez déduire de votre revenu imposable les versements que vous faites. Alors attention, vous êtes fiscalisé à la sortie, mais comme on est sur une détention de très long terme, finalement, vous faites, si vous souscrivez quelques années avant de votre retraite, par exemple 20, 30, 40 ans, toute cette économie d'impôt aura pu travailler, si jamais les placements ont été judicieux, toute cette économie d'impôt aura pu travailler pendant toute la durée avant d'être fiscalisé au moment où vous sortirez lorsque vous partirez à la retraite. Et a priori, les revenus baissent à la retraite, donc... Si tout ça marche pas trop mal, ça doit bien se passer. Exactement. Et puis on a aussi cet effet de, on conseille toujours l'investissement sur le très long terme. Et l'enveloppe du plan d'épargne retraite, vu qu'elle est bloquée jusqu'à la fin de la retraite, il n'y a pas cette tentation de sortir. Évidemment, c'est vraiment un placement qui est dédié à la retraite. Donc pas d'argent pour lequel vous pensez pouvoir avoir besoin dans peu de temps. On est vraiment sur un produit tunnel qui servira à être débloqué à la retraite. Et si vous ne connaissiez pas encore son nom, ça m'étonnerait, mais le Perrin chez Boursorama, c'est Matelas. Voilà. Justement, très concrètement, si on a envie d'investir dans le cadre de l'assurance vie ou du Perrin chez Boursorama, comment on s'y prend, Thomas ? Alors, c'est très simple. Donc, en assurance vie et en Perrin gestion libre, donc vous pouvez soit ouvrir un contrat, soit vous rendre sur votre contrat s'il existe déjà. Vous avez un parcours donc d'investissement. Alors soit vous faites un versement libre, c'est-à-dire vous mettez de l'argent frais sur votre contrat, soit vous faites un arbitrage depuis des supports qui existent déjà. Et donc à la fois pour le plan d'épargne retraite et pour l'assurance vie, donc il y a un parcours de versement libre et un parcours d'arbitrage. Et à la fin de ce parcours, donc une fois que vous avez choisi finalement le montant que vous souhaitez investir, vous arrivez sur cet écran qui s'affiche
avec l'ensemble des classes d'actifs qui sont disponibles dans le contrat. Et donc, on a mis en place un petit sélecteur ETF qui vous permet d'avoir la gamme qui est disponible. Et, parce que, encore une fois, il faut le rappeler, dans ces produits, il y a un autre acteur que Boursorama et vous. Il y a aussi l'assureur qui rentre en jeu. Et donc, il y a une notion de gamme d'assurance. Et donc, dans l'assurance vie, donc Bourso-Vie, on a aujourd'hui à peu près une 60aine d'ETF qui sont disponibles. Bon, ça fait donc, il y a un choix qui est assez large. On a des expositions géographiques, des expositions thématiques, on a des versions ISR, des versions non ISR. Il y a un petit peu de tout. Donc, on a une 60aine d'ETF. On travaille continuellement à essayer d'améliorer, d'enrichir cette gamme et on va probablement le faire aussi dans les jours ou les semaines qui viennent. Et dans le plan d'épargne retraite, donc la gamme elle est un peu plus restreinte dans la mesure où donc, la gestion par horizon, qui est un petit peu la gestion par défaut, vous êtes sur une allocation qui est 100% ETF de notre partenaire iShares et qui s'adapte du coup à votre horizon d'investissement. Et en gestion libre, on a une sélection donc, de 6 fonds indiciels qui vous permettent d'avoir une exposition monde, une exposition Amérique du Nord, une exposition Europe. Donc 3 ETF géographiques, 3 fonds indiciels géographiques. Et on a également une exposition obligataire avec, on peut aussi choisir un ETF obligataire émergent et 2 ETF obligataires européens. Bon, et parce qu'on explique tous les sigles, tous les acronymes ce soir dans ce webinaire, ISR, investissement socialement responsable, qui va privilégier les sociétés les mieux disant sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, les critères ESG dont vous avez peut-être entendu parler. Voilà pour l'assurance vie, voilà pour le P1. Et si maintenant on a envie d'investir des ETF en compte titre ou en PEA, Thomas? Alors là, c'est un petit peu différent parce qu'il y a une notion de passage d'ordre et donc et où il y avait une gamme qui est aussi un peu plus large. Donc là, c'est très simple. Vous allez sur le portail Boursorama. Vous avez dans la section bourse une zone tracker ETF qui est scindée en 2 parties. Donc il y a les ETF dits d'investissement qui sont les ETF dont on a parlé, les ETF un peu classiques. On a aussi les ETF à effet de levier. Donc c'est des ETF qui sont plutôt plus spéculatifs et qui permettent donc de doubler ou à l'inverse de répliquer l'inverse de la performance d'un indice. Mais donc globalement, vous choisissez donc l'univers vers lequel vous souhaitez aller. Et donc pour les ETF d'investissement, vous arrivez ensuite sur un sélecteur de fonds qui va vous permettre ensuite de choisir avec quelques critères donc de l'affichage des ETF que vous souhaitez. Donc si vous souhaitez investir depuis un PEA, si vous souhaitez investir sur un ETF qui est disponible sans frais de courtage chez Boursorama. Vous pouvez aussi sélectionner l'univers, un ETF action, un ETF obligation, et puis ensuite également les zones géographiques et thématiques. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc, en compte titre, chez Boursorama, vous avez 144 ETF qui sont accessibles sans frais de courtage. Donc ce sont les ETF de notre partenaire iShares. Il y a aussi une large gamme d'ETF qui sont accessibles, eux, avec des frais de courtage, donc qui sont d'autres émetteurs. Oui. Et en PEA, alors forcément l'univers en PEA est un peu plus restreint puisqu'on a cet univers d'investissement qui est réglementé, on va dire, par le législateur. Et donc là, on a une gamme donc, de 15 ETF accessibles sans frais de courtage. D'accord. La plupart donc, sont des ETF qui ont des expositions européennes. Donc il y a des ETF France, ETF qui répliquent l'Allemagne, ou bien des ETF qui répliquent des secteurs. Par exemple, on a un ETF sur les banques européennes, un ETF sur le secteur automobile. Et le dernier né de la gamme, donc un ETF synthétique monde qui permet donc de mettre du monde dans son PEA et qui est accessible sans frais de courtage chez Boursorama. Voilà, effectivement. Et pour ceux qui se demandent, mais où est-ce que je retrouve ce sélecteur ? Quand vous êtes dans votre espace client sur le site de Boursorama, vous allez dans Bourse et Actu. Dans Bourse et Actu, vous allez choisir la rubrique Bourse. Dans la rubrique Bourse, vous allez choisir la sous-rubrique ETF. Et c'est là-dedans que vous retrouverez effectivement ce sélecteur pour vous permettre de faire vos choix. C'est pas toujours évident de le retrouver, c'est pour ça que je le mentionne. Merci beaucoup Thomas pour cette explication. Les différentes enveloppes. Je vais me tourner maintenant vers Arnaud. J'ai envie de soulever un petit peu plus le capot avec vous, Arnaud, pour rentrer dans certains détails techniques qui ont leur importance, notamment parce qu'on se dit qu'il y a toujours un peu de magie dans la façon dont sont cotés les ETF en continu sur des bourses qui parfois sont fermées, il y a plusieurs indicateurs, il y a le prix de clôture, il y a la valeur intraday, il y a la valeur nette d'actifs. Il va falloir nous expliquer tout ça, là aussi, très clairement. Avec plaisir. Donc effectivement, je viens régulièrement et on parle assez peu de cette notion de ETF. Oui. Donc dans l'acronyme, c'est donc Exchange Traded, donc ça veut dire qu'on fait appel à la bourse. Et effectivement, en fait, les ETF, il y a une part de magie, comme vous dites. Il y a un
vecteur technologique et le succès de l'ETF réside énormément dans cette notion de exchange. En fait, c'est un produit très démocratique. C'est-à-dire qu'on va vraiment concevoir le produit et ensuite, le marché va un petit peu le gérer pour nous, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'il y a différents prix donc, que vous voyez à l'écran qui expliquent qui sont des prix d'un ETF. Vous allez retrouver en fait la valorisation du fonds, la VL, qui en anglais s'appelle la NAV, valeur nette d'actifs, qui effectivement donne le là, si je puis dire, mais donc, dans lequel on va intervenir. Et ensuite, tout le reste sont des prix qui sont animés par le marché, donc par un ensemble d'intermédiaires financiers. Ce n'est pas des gens très obscurs, c'est les grandes banques que vous connaissez, donc les banques françaises, européennes et internationales qui participent à l'animation de ce marché. Et donc on va retrouver le prix de clôture donc, à la fermeture des marchés européens, parce que là on est en train de parler d'ETF qui sont cotés sur Euronext à Paris. Donc, ensuite vous allez retrouver à l'intérieur de la journée un prix de marché. Et en fait ce prix de marché c'est effectivement un prix qui est plus démocratique. Donc ce n'est pas nous qui dictons ce prix-là, c'est vraiment les intervenants de marché, les différents acteurs qui vont regarder le prix de chacune des entreprises en temps réel pour dire aujourd'hui, alors là les marchés sont fermés, mais si on était il y a 2 heures, à 4h30, eh ben, la valorisation de cet ETF par rapport au prix de tous les composants vaut X. Et en fait, on a une évolution en temps réel. Donc on a cette possibilité de pouvoir agir à n'importe quel moment. Certains vont dire je n'ai pas besoin parce que je ne suis pas en train là de boursicoter tous les jours, de regarder. Mais il y a énormément de valeur à cette optionnalité de pouvoir l'exécuter et de pouvoir échanger quand on veut. Typiquement, sinon, si je veux acheter des actions japonaises ou vendre des actions japonaises dans l'autre sens parce que le tsunami frappe les côtes, c'est ce qu'on a vu ou qu'il y a eu des accidents. En fait, on peut le faire en temps réel avec un ETF. Sinon, il faut attendre le lendemain. Il n'y a pas besoin d'être insomniaque, quoi. Voilà. Mais il y a beaucoup d'explications dans cette notion de transparence, fluidité sur ces opérations de marché. Ensuite, si on regarde dans le slide suivant la magie qui opère sur des ETF qui sont indexés, donc on parle toujours d'un indice de référence sur des marchés qui ne sont en dehors de l'Europe. Et justement, j'en profite parce qu'il y avait une question d'Alexandre qui avait été posée au moment de l'inscription. Via quel processus, et je pense que ça répond à cette question, un ETF réplique un indice, comment un ETF US World fait pour fluctuer au cours de la journée alors que les marchés traqués ne sont pas encore ouverts? Et je pense que c'est une partie de la réponse, c'est dans ce que vous venez de dire. Je vais commencer par les US parce que c'est, je pense, plus simple. Et ensuite, par extension, ça fonctionne vraiment partout. Donc, vous avez l'ouverture des marchés européennes. Ensuite, vous avez l'ouverture des marchés américaines lorsque l'Europe est toujours ouverte. Et ensuite, à fin de parcours, les États-Unis sont ouverts et l'Europe est fermée. Vous avez une évolution de 9h du matin, heure française, jusqu'à 5h30 sur les ETF européens, même sur les sous-jacents américains, donc type S&P 500, et vous allez voir cette fluctuation opérer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au-delà des ETF, donc déjà, vous avez un premier paramètre, c'est qu'il y a un marché de l'ETF en question avec des acheteurs et des vendeurs. Donc, c'est la loi du marché. L'offre et la demande, voilà. Donc, on a une forme de liquidité qui est disponible et qui va fluctuer en fonction des nouvelles qu'on va entendre dans le marché. Par contre, au-delà de ça, et principalement, vous avez aussi d'autres supports que des ETF qui donnent accès au marché américain. Vous avez des contrats futurs, donc c'est des contrats dérivés dans lesquels j'ai une exposition à l'indice S&P 500 au terme de ce contrat, mais dans lequel vous avez une cotation donc sur les marchés américains, donc sur le Chicago Mercantile Exchange pour le S&P 500, quasiment 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Les horaires d'ouverture sont extrêmement rallongés. Et en fait, vous allez avoir le matin les banques japonaises ou autres qui vont aussi avoir besoin du S&P 500 et qui vont animer ce marché-là.
les banques françaises, les banques américaines, etc. Ce qui fait que vous avez toujours une indication une indication de l'évolution du marché. C'est passionnant. Alors sur le S&P 500, ce que vous voyez, donc, c'est une fluctuation dans laquelle il y a un prix qui évolue avec, j'ai envie de dire, la réalité des prix de marché des 500 entreprises sur la fin de séance européenne, bien sûr. qui compose l'indice. Oui. Donc avant ça, c'est plutôt le marché futur qui anime. D'accord. Et ensuite, sur la fin, vous n'allez plus voir de prix. Oui. Par contre, l'ETF, lui, de manière virtuelle, va continuer à évoluer en fonction des prix de ces 500 entreprises. Et à la clôture des marchés américains, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve le juge de paix qui est la NAV. Donc c'est là, sur ces prix-là, que les fournisseurs d'ETF vont publier en fait la valorisation. Donc vous avez ça un peu en temps réel. Et sur le S&P 500, ça va être extrêmement facile et extrêmement juste. La deuxième partie de la question d'Alexandre, c'était sur les indices mondes. Les indices mondes, on va avoir les États-Unis qui composent quand même malgré tout 65%. Grosse partie, voilà. Ça donne quand même beaucoup d'informations. Vous allez aussi avoir les marchés asiatiques, vous allez avoir tous les pays, etc. Vous n'allez pas retrouver nécessairement des indicateurs aussi précis que le S&P 500 sur l'intégralité des 1500 entreprises que compose l'indice monde. Et en fait, vous allez avoir tous les intermédiaires financiers que j'évoquais qui, eux, vont estimer. D'accord. Donc, il y a, mettons, 95% qui est vraiment disponible en information et les 5% restants, c'est en fonction du pouls des marchés, en fonction de l'évolution des informations. Et donc, ils vont pouvoir affiner ce prix et donner un prix estimatif, j'ai envie de dire, de cet ETF en temps réel. Bon, c'est fascinant cette explication et je pense qu'on ne rentre pas souvent dedans. Oui, allez-y. Non, mais je vais aller même sur le dernier slide. Ah oui, parce que là, ça c'est quand même dingue parce qu'on fait des 100% ETF depuis un certain temps et on n'a jamais parlé de la bande de prix juste. Et il était temps d'évoquer le sujet. Il était temps. Vous allez me dire, si j'achète maintenant mon ETF sur Bourseau, ok, je ne paye pas de frais de gestion, frais de courtage, et je paye des frais de gestion limités, comme on a entendu, mais est-ce que je paye le bon prix ? Et en fait, là, c'est une explication de pourquoi la réponse est oui. En fait, vous avez un prix, on vulgarise un petit peu tout ça, vous avez en fait vous avez deux prix qui existent. Vous avez un prix d'achat et un prix de vente. Ça, c'est commun à toutes les actions, et en fait, l'ETF cote comme une action. Et en fait, pourquoi lorsque vous allez retrouver un prix de, mettons, 105 sur un ETF, c'est vraiment le prix juste, encore une fois assez démocratique, c'est parce que s'il était à 105.1, vous avez tous les intervenants que j'ai évoqués, eux, pour le coup, ils boursicotent, ils ont les yeux rivés sur les écrans, et en fait, à 105.1, ils vont se dire, c'est trop cher, je le vends. Et donc, ça ramènerait... Ils vont faire baisser le cours de cotation. Inversement, à 104,9, ils vont acheter et tirer à la hausse le prix pour retrouver les 105, qui est la valorisation en temps réel de cet ETF. S'il y avait du coup une possibilité de entre guillemets, ne pas avoir le bon prix, et ces acteurs-là... Le marché s'autorégule. Ce marché s'autorégule, ils sont assez capitalistes par nature et ils vont faire le nécessaire pour que le prix juste soit affiché. Et c'est ce qui permet d'assurer de la liquidité et de pouvoir acheter ce qu'on a besoin en termes de quantité d'ETF et les vendre inversement. Donc c'est par ce mécanisme. La bande de prix juste. Bande de prix juste. Ça vaut le coup de refaire un 100% ETF dédié au sujet. Explication un peu technique, mais je pense fondamentale pour bien comprendre le fonctionnement d'un ETF. On a plein de questions qui sont tombées. On va y répondre, messieurs. Je vais vous demander d'être synthétique, comme la réplication de certains ETF, pour qu'on puisse en traiter. Ah, je vous mets un peu la pression, c'est normal. Pour en traiter le plus possible, déjà avec cette question d'Aaron qui nous demande quel est le montant minimum à investir dans un ETF ? C'est un peu une question qui revient pour la bourse aussi. Andrea, vous avez une... Alors on peut parler des montants, je crois que Thomas l'a évoqué tout à l'heure, il y a les montants techniques, c'est-à-dire que sur un PEA c'est à partir de 100 € minimum, l'assurance vie c'était 25 € sur les versements. Donc il y a les montants qui sont liés aux enveloppes, en tout cas chez Boursorama. Après le montant que vous investissez, c'est à partir d'une part. Voilà, seul juge, mais effectivement vous pouvez acheter une part d'ETF si l'ETF vaut
5 €, en PEA, il faut en acheter 20. Oui. Mais, Ce qu'on aime bien dire chez Boursorama, c'est qu'en fait, on peut avoir des petits montants. L'essentiel, c'est d'en avoir un petit peu chaque mois et puis de continuer à investir tous les mois, quoi qu'il arrive. On a toujours mis en avant la régularité des investissements pour lisser les prix. Ça a été évoqué assez souvent, donc ça, c'est quelque chose qui a plutôt fait ses preuves et qu'on encourage quand même majoritairement. Ouais. Donc voilà, Aaron, commencer à 100 € par mois, tous les mois, ça peut être une bonne façon de se constituer son petit portefeuille en ETF. Question de papate, vous répondez bien sûr, si vous voulez, chacun autour de la table. Comment vérifier, on n'en a pas beaucoup parlé, la liquidité d'un ETF ? Arnaud, peut-être ? Oui, alors c'est au travers des carnets d'ordre. On rappelle peut-être déjà la liquidité, pour que là aussi on laisse... Oh si, c'est facile. Je vais essayer de faire au plus simple. La liquidité, c'est la quantité que je peux acheter ou vendre et le coût de passage d'ordre de ces opérations. Et alors, ce n'est pas uniquement le courtage de Bourso, qui n'existe pas sur les shares, mais c'est aussi la fameuse bande que j'évoquais. Oui. Donc, à savoir le coût d'achat et vente, c'est un... Ce qu'on peut dire, c'est que plus un marché est liquide, mieux c'est pour l'investisseur. Bien sûr, par définition. Et donc, en fait, il y a deux mesures, j'ai envie de dire, par rapport à ma définition. Il y a les volumes d'échange, qui sont visibles aussi sur les pages Bourso, et vous avez les volumes en général, c'est un nombre de parts, donc il faut faire un peu de maths pour connaître le montant, exactement le montant, donc le multiplier par la valeur de l'ETF en question. Oui. Et en fait, là, c'est assez mécanique. Plus un ETF est gros, plus ce volume est élevé. D'accord. Je vous donne au doigt mouillé, il y a en moyenne 1% des actifs sous gestion d'un ETF qui sont échangés chaque jour. D'accord. Donc là, c'est au doigt mouillé, ensuite il y a des écarts. Mais par définition, mécaniquement, plus un ETF est gros, plus il est liquide du point de vue du volume. Et ensuite, sur l'écart de fourchette, là, c'est plutôt inhérent au sous-jacent que j'évoquais, le cas du S&P 500. On appelle ça liquide, très liquide. On est un peu tranquille. C'est 0,03% ou 2%. Enfin, c'est des petits centimes qu'on va voir en termes d'écart. Par contre, à l'autre extrême, les émergents, actions ou dettes sont en général un peu plus onéreux. Et là, on parle de 0,2% dans les cas un peu plus extrêmes de coût d'exécution à l'intérieur. Ouais. En tout cas, regardez les volumes sur le site Boursorama. Effectivement, c'est la dernière ligne, si je ne m'abuse, sur les variations 5 jours. Ça donne déjà une bonne indication. Question pour vous, messieurs. Quand on a un PEA à gestion pilotée, chez Boursorama, bien sûr, peut-on garder une partie libre en gestion libre pour investir en ETF ? Absolument. Et comment je fais, Thomas ? C'est pas le tout de me dire absolument. Le PEA profilé, mais André en parlera mieux que moi, est tout à fait cumulable. En fait, c'est une poche de votre PEA. Donc, vous pouvez tout mettre en gestion profilée, vous pouvez tout mettre en gestion libre, ou bien vous pouvez panacher les investissements, avoir une partie en gestion profilée, et puis ensuite continuer à faire vos ajustements, nos arbitrages. En fonction de vos convictions ou de vos besoins sur la partie libre. Même si j'ai commencé, Thomas, en gestion profilée, je peux rajouter une partie en libre, ça c'est possible. Tout à fait. Bien sûr, vous ne me prenez pas de frais pour ça. Est-ce qu'il y a des frais ? Pour cumuler deux poches ? Non, bien sûr. Voilà, c'est toujours utile de le rappeler, voilà. La réponse est tellement évidente. Voilà, c'est ça. Question de Dawson pour un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Pouvez-vous nous définir l'effet de levier ? Ah bah oui, Andrea, c'est pour vous ça. Oui, alors l'effet de levier, on l'a brièvement évoqué tout à l'heure. Très simplement, il existe des produits ETF ou d'ailleurs d'autres qui vont répliquer plus fort les variations de l'indice de référence. Vous avez par exemple des produits qui s'appellent l'ETF CAC 40 x2 en daily leverage. Donc quand le CAC varie sur une journée de 1%, en gros votre produit va varier du double, 2%. Alors c'est valable dans un sens, malheureusement. Si je me trompe de sens, c'est ça. Vous prenez 2 fois plus cher, si je peux me permettre, du coup, sur... Bon, c'est dit de façon un peu brutale, mais c'est évident. Voilà, alors attention à ces produits, là on était vraiment sur la partie investissement. Oui. Là, Thomas l'évoquait, on est plus sur un produit un peu plus spéculatif. Oui. C'est pour ça qu'on les a d'ailleurs un peu segmentés, nous, sur le portail Boursorama. Voilà, on n'a pas les mêmes objectifs quand on va chercher un produit à effet de levier que quand on va chercher une exposition monde ou S&P 500. Donc attention à ces produits-là. Du coup, vous avez répondu à la question de Victoire qui demandait les ETF à effet de levier sont-ils plus risqués ? Bien sûr. La réponse est oui, si effectivement ils amplifient la hausse ou la baisse d'un indice. Donc si vous n'êtes pas dans le bon sens, ça amplifie. Plus risqué aussi, même en termes de frais, souvent plus cher qu'un ETF traditionnel, il faut le dire aussi. En termes de frais de gestion, on est quand même sur des niveaux plus élevés qu'un ETF un peu plus
peu plus traditionnels. D'accord. Et on continue sur les ETF à effet de levier avec cette question de Yacine tombée en direct. Les ETF à effet de levier ont-ils une maturité limitée comme les turbos ou pas? Non, on n'est pas sur un produit dérivé, produit dérivé au sens où on l'entend avec un turbo en varant. Il n'y a pas de maturité sur le produit. Ok. Alors là, je vois des questions sur l'assurance vie. On va peut-être pas les prendre tout de suite. Ce n'est pas forcément le thème de ce soir. Question très intéressante de Vince qui va me permettre de parler également de cette question de Julien. Julien nous demandait au moment de l'inscription quelle est la différence entre les ETF en euros, en dollars, en francs suisses, quelle stratégie adopter. Et Vince nous demande est-ce que le risque de taux est couvert sur les produits iShares ou est-il supporté par l'acquéreur? Alors, les ETF en devises et les risques de taux. Fascinant sujet. Fascinant. Donc on l'a évoqué par exemple dans le cadre de MSCI, d'un indice global ou même du S&P 500. Vous avez un risque de change. Ce risque peut être couvert ou non. Là encore, la définition et la nomenclature, j'ai envie de dire, d'un ETF, vous vous plaignez de temps en temps que les indices soient à rallonge, mais au moins ils sont transparents. Vous avez le mot hedge, qui veut dire couvert. Et donc, s'il y a cette mention-là, le risque de change est bien couvert. Okay. Donc, c'est-à-dire que si j'achète un ETF qui s'appelle S&P 500 Euro Hedge, je vais avoir la performance de l'indice S&P 500 Action qui est répliquée, et donc je vais l'avoir en euros, tout simplement. Donc, si l'indice fait 2%, je vais avoir 2%. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de couverture, vous avez à la fois une exposition aux entreprises américaines, également une exposition au dollar. Donc ce qui peut être intéressant. Acheteur de dollars, et en plus de ça, acheteur de la devise américaine. Et donc du coup, si vous avez une appréciation du dollar, ça va vous aider, et dans l'autre sens, ça ne va pas vous aider. Je ne sais plus si la question était de savoir est-ce que je dois ou pas. C'était quelle stratégie adopter? C'était un petit peu plus ouvert. Donc là, il n'y a pas vraiment d'école, même si il y a un principe sur lequel on revient assez régulièrement, qui est le principe de diversification. Donc là, c'est de la théorie financière, ça me ramène à mes études Dauphine plus qu'à mon travail, mais c'est une source de diversification que d'avoir et de garder l'exposition à la devise de référence. Donc beaucoup de professionnels gardent effectivement ce risque de devise sur des projets long terme. Donc vraiment sur un investissement de portefeuille très long terme, ils vont avoir tendance à le garder. Après, il peut y avoir des périodes de temps où on se dit qu'effectivement, le dollar est peut-être un peu cher ou autre chose. Mais on peut se dire aussi, si tout ça nous donne mal à la tête, que finalement, on a la solution pour les deux. Il suffit de choisir le produit qui correspond à ce qu'on a envie de faire. Donc la couverture a un coût aussi. Oui, la couverture a un coût. Et puis au-delà de ça, les clients voient peut-être parfois des ETF cotés dans des devises différentes. Un même ETF qui peut être coté en euros ou en dollars. Il faut savoir qu'en tout cas, en tant que client BoursoBank, vous n'aurez accès qu'à la partie qui est distribuée en euros, donc cotée en euros. Voilà, il faut le savoir. Thomas allait le dire, mais effectivement, déjà, le change, ça peut avoir un prix aussi. Si vous voulez acheter en dollars, nous, en tant que banque, ça va créer des coûts supplémentaires qui vont être répercutés aussi sur le client. Donc voilà, aujourd'hui, en euros uniquement. Et comme le disait Arnaud, par contre, il y a des parts hedgées. C'est le fameux libellé, on retrouve ce daily hedge ou ce hedge qui permet de ne pas être exposé si vous voulez. Voilà. Donc l'offre Bourse Market, c'est sur les ETF iShares en euros. BoursoBank au global, de toute façon, il n'y aura que des ETF en euros qui fassent partie de la gamme iShares ou d'une autre gamme. J'aurais peut-être pu commencer par ça. Ne pas se dire que parce que le dollar vaut moins qu'un euro, ça va être moins cher d'acheter le dollar. En fait, il y a quand même derrière des professionnels. Donc, il n'y a pas de... C'est pas moins cher. Il n'y aurait pas un espèce de... je l'achète moins cher, je vais en profiter. Les taux sont là, ou le change est là. Non, c'est le prix, encore une fois, il est juste. Pas besoin de faire des calculs d'apothicaire ou... Pas de martingale sur les... sur les devises. Bon. C'est bien, c'est une source de prise de tête en moins. Question de Caroline, et je crois même qu'on a des slides pour ça. C'est pour vous, ça, Andrea ou Thomas. Vous allez me dire comment connaître sur le site Boursorama les frais de gestion liés à un ETF. Oui, on avait très envie d'en parler de cette partie. Alors voilà, on a des slides, on dégaine notre slide sur le sujet. Donc là, on va être plutôt focus bourse, compte titre PEA. Quand vous passez un ordre sur votre ETF, vous allez avoir donc ce qu'on voit là sur cette slide à gauche. Vous allez voir apparaître le récapitulatif de votre ordre avant que vous le validiez. Et sur ce récapitulatif, notre régulateur nous demande d'afficher à nos clients les frais qui vont être liés à cet investissement.
Donc, il y a, c'est ce qu'on voit, donc les frais tout compris qui vont donc synthétiser tous les frais qu'on a en dessous. On a donc les frais liés au service d'investissement. Dans le cas là d'un ETF iShares, ça correspond au courtage que pourrait percevoir Boursorama. Donc là, il n'y en a pas, donc c'est bien écrit, gratuit. Vous avez les frais liés aux produits qui vont recouper plusieurs types de frais. Il va y avoir les frais de gestion de l'ETF, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et également les frais de transaction, qui sont également une typologie de frais qui peuvent être liés aux ETF ou même aux organismes de placement collectif en général. Oui. Et la rétribution commerciale qui s'affiche également. Qu'est-ce que nous percevons, Boursorama, pour mettre en avant certains produits en fait. Alors, on l'écrit, c'est écrit, mais je le redis, cette rétribution commerciale n'est pas payée par le client. On le voit bien sur le total là, de frais tout compris. Oui. On a bien les 0,43% qui correspondent donc aux frais liés au produit. Et si vous téléchargez le détail, on met un détail à disposition au client, c'est sur la slide d'après. D'accord. On peut retrouver vraiment la composition exacte. Super. Dans les frais liés au produit, on a bien 0,43%, qui sont constitués de 0,25% de frais de gestion et de 0,18% de frais de transaction. Alors, il peut arrivé, c'est arrivé récemment, qu'il y a un problème de calcul. Ces frais, nous, on les reçoit, on essaie de les gérer, mais on les affiche pour des milliers de produits. Oui. Dans tous les cas, quand on achète un produit, et c'est ce qu'on voyait dans l'écran d'avant, on met à disposition le DIC, le document d'information clé pour l'investisseur. Tous ces frais sont bien sûr figurent dans ce fameux document d'information clé. Donc on invite toujours les clients de toute façon à consulter ce document avant de finaliser une transaction. Mais voilà, c'est là qu'on retrouve les frais, en tout cas donc le passage d'ordre et le document d'information clé. Voilà, pas de frais cachés, pas de mauvaise surprise. Justement, Seba nous demande quand sont facturés les frais de gestion d'un ETF. Et c'est au jour le jour. Ouais. Donc en fait, quand vous avez les, mettons 0,10% de frais de gestion, vous allez voir 0,10% divisé par 252 jours ouvrés qui sont ponctionnés au jour le jour. Donc un tout petit peu. Là aussi, et donc vous allez retrouver ça au travers de la variation de prix. Oui. Et donc, au lieu d'avoir une performance de 23%, vous allez avoir 22,90, mais... moins ces frais de gestion, en fait. À la fin de l'année. Oui. Donc vous allez retrouver. Oui, c'est ça, c'est lissé, effectivement, sur toute l'année. Seba, toujours, nous dit, si les actions... Ah, j'aime bien celle-là. Si les actions achetées sur un ETF synthétique sous-performent l'ETF en question, qui paye la différence? J'imagine qu'il parle de l'indice en question. Voilà, parce que comme il y a un petit peu là aussi de créativité financière, comment ça se passe? Alors, donc on va un petit peu disséquer. En fait, lorsque un gérant d'actifs va proposer un ETF synthétique, il va acheter donc une collection d'actions. Donc dans le cas qu'on évoquait de l'ETF Monde PEA, on va avoir des actions européennes pour assurer l'éligibilité de cela. Ensuite, ce qui se passe, c'est que nous, on ne va pas prendre un pari sur le fait que l'Europe va surperformer le monde et ce n'est pas du tout notre métier. En fait, au-delà de ça, on va acheter un contrat dérivé qui s'appelle un contrat de swap avec plusieurs banques de financement parce qu'on étale le risque et c'est quelque chose maintenant qui est assez réglementé. Et donc, ces banques vont nous délivrer la performance de l'indice monde qu'on aura contracté en échange de la performance de ce portefeuille. D'accord. Donc c'est en fait, à la réponse à la question, c'est ni le gérant d'actifs, ni Bourso, c'est les banques, mais les banques auront couvert ce risque-là avec des achats des actions qui sont les actions monde. D'accord. Donc elles non plus ne sont pas dans le métier de spéculatif. C'est juste un énorme mécanisme de compensation et d'arbitrage finalement pour obtenir la performance qu'on souhaite. Exactement, mais in fine, vous avez la performance, personne n'aura perdu d'argent et ce qui permet justement d'avoir un prix, donc c'est-à-dire frais de gestion, frais de trading qu'on évoquait, etc., qui soit très compétitif. Parce que dès lors qu'il y a un gros risque derrière, en général, on paye le risque. Bon, et voilà, c'est là aussi une réponse très claire. Question sur la volatilité. Les ETF sont-ils plus volatiles que les actions classiques? Je ne sais pas qui veut se lancer là-dessus. Je veux bien. En fait, mécaniquement, là encore, c'est une formule mathématique qui fait que les ETF sont moins volatiles que les actions classiques par ce phénomène que j'évoquais de diversification. Donc, quand on regarde en fait la variation potentielle d'une action du CAC 40, pour donner un exemple, elle va être par exemple de 40%. Donc, ça veut dire que sur une année glissante, je peux voir une variation jusqu'à plus 40 et moins 40
en normé, on va dire. Et en fait, quand je mets tout ça mis bout à bout, et donc que j'ai un indice CAC 40, celui-là va avoir une volatilité qui va être moindre, on va dire par exemple la moitié, 20. Et donc on va s'attendre à ce que l'indice puisse faire plus 20 ou moins 20, mais donc avec une variation moindre. Et ça, c'est juste mécanique mathématique. Bon, question pour nos experts Bourse-Banque. L'investissement en ETF est-il bloqué pour une période? Question de Laurent posée au moment de l'inscription. Ça va dépendre de l'enveloppe, du coup, je pense que c'est... Alors, non, c'est même dans une enveloppe, en soi, vous pouvez rester dans l'enveloppe et arbitrer sur un autre support, l'argent est bloqué, mais non, souvent, ça rejoint la question qui a été posée sur la liquidité. Bien sûr. La seule limite de revente, c'est la liquidité du marché, et comme on l'a vu, les ETF sont un produit qui est plus liquide que d'autres, en tout cas. Et donc, il n'y a pas de blocage, mais effectivement, après, suivant l'enveloppe de détention, là, par contre, effectivement, le fruit de la vente ne pourra pas forcément toujours être sorti tout de suite ou pas aux mêmes conditions en fonction de la durée de détention ou du produit dans lequel l'ETF a été investi. En tout cas, acheter un ETF, on l'a dit, c'est négociable en continu, donc, en tout cas selon les horaires de bourse, donc il n'y a pas de blocage sur un ETF. Peut-être un exemple inverse, une petite exception à la règle, dans laquelle il y a une date de fermeture de ces ETF, c'est des ETF à échéance. Quelque chose qui a été introduit il y a 6 mois, dans lesquels... ETF obligataire. Dans lequel, effectivement, vous avez une date à laquelle vous récupérez vos billes, donc c'est-à-dire votre investissement plus les intérêts. On parle effectivement, on est dans le monde obligataire, et donc on va avoir, par exemple, donc ils ont ce petit nom iBond qui permet de les différencier, Euro 2025, et donc vous investissez en euros aujourd'hui. Vous avez un rendement qui est aussi disponible sur... le site d'iShares et puis d'autres sources d'informations et cette date échéance à laquelle vous récupérez les intérêts au moment de votre souscription, qui sont là les intérêts connus aujourd'hui et le montant que vous avez investi à cette date. Et cette page, fonds obligataires à échéance, vous pouvez aussi la retrouver sur Boursorama. On a listé tous les produits qui sont éligibles à l'offre. On la remettra en avant, demain, si vous avez l'envie de regarder. Messieurs, il est 19h23, mais j'ai une question philosophique, presque, pour vous, posée par Quentin au moment de l'inscription. Même si Andrea l'a évoqué au moment de la présentation, on va essayer d'y revenir rapidement, sans rentrer justement dans le débat trop philosophique. Quelles sont les différences entre une SICAV et un ETF? Vaut-il mieux miser sur une SICAV ou un ETF, et pourquoi? Alors, il y a peut-être un élément qu'on n'a pas abordé tout à l'heure. Arnaud disait effectivement, un ETF, ça se vend, ça s'achète dans la journée. Tout à l'heure, on évoquait les fonds plus classiques. Donc là, il faut savoir, par exemple, un fonds classique, c'est en général, le dénouement se fait à J+2. C'est-à-dire que quand vous souhaitez vendre une part parce que vous n'êtes plus convaincu par le produit dans lequel vous avez investi, le fruit de la vente sera réalisé 2 jours plus tard. Donc, entre-temps, il peut se passer des choses. Donc après, c'est tout à chacun. Mais c'est ce qu'on disait, c'est qu'en tout cas, les avantages qu'offre l'ETF, c'est cette liquidité, cette capacité à rapidement pouvoir s'exposer à un marché qui peut être compliqué. On évoquait tout à l'heure l'intérêt de les faire en synthétique, on parle de marchés émergents, de marchés asiatiques. Et le fait de pouvoir sortir très rapidement, en fait, de se désexposer. Donc voilà l'avantage. Après, on n'est pas là pour dire qu'il y a une meilleur mode de gestion qu'un autre, mais en tout cas, on a prouvé, je pense, que les avantages étaient liés notamment à cette liquidité, cette facilité d'utilisation. Arnaud, un avis sur le sujet? Alors oui, j'ai un petit avis. Alors, déjà, d'un point de vue vocabulaire, si je reviens... en fait, les ETF sont des OPCVM, dans des SICAV. C'est la même grande famille. Exactement. Après, si je parle de la particularité de l'exchange traded, comme j'ai évoqué, en fait, c'est un nouveau mode de consommation. Donc, c'est beaucoup plus simple que, pour certains en tout cas, que de traiter sur des OPCVM classiques. Et c'est pour ça qu'on trouve depuis maintenant quelques mois, voire quelques années, des ETF de gestion active. Alors là, il va falloir m'expliquer ce que c'est qu'un ETF. Alors là, ça y est, vous allez tous nous perdre. Ouais, on a fait un petit raccourci en parlant de fonds indiciels pour parler d'ETF. C'est effectivement 95% des encours. Il y a plus de 11 000 milliards aujourd'hui en ETF, mais depuis 2-3 ans, on a vu effectivement une part assez grandissante d'ETF. Donc, on va pouvoir les négocier en continu sur les places boursières, mais dans lesquelles, à l'intérieur, il n'y a pas un indice de référence sur lesquels moi j'essaie d'aligner ma performance.
mais plutôt en fait un style de gestion dans lequel j'essaie de soit surperformer un indice, soit tout simplement de délivrer la performance d'un portefeuille. Et là, on est sur des frais un peu plus élevés sur un ETF actif ? Sur un ETF actif, alors je vais vous donner des chiffres du coup assez précis. En Europe, les frais de gestion moyens de toute cette industrie, c'est 0,18% à la fin de l'année dernière. 0,18%, c'est la moyenne des ETF de gestion. Les ETF de gestion active, leur moyenne, elle est de 0,30%. D'accord. Donc il y a ce petit écart, effectivement. Mais ça reste quand même, on est quand même sous les 0,5 en moyenne, c'est pas mal. Question de Mighty Mark posée en direct. Votre premier expert parlait d'un ETF indice, géographie ou thématique. Existe-t-il des ETF par taille de capitalisation, exemple des ETF incluant uniquement des sociétés avec des capitalisations supérieures à 100 milliards d'euros? Est-ce qu'il y a un ETF des large caps? On pourrait se dire que à partir du moment où on a des indices qui capitalisent les plus larges capitalisations mondiales, c'est un petit peu la même chose finalement. Oui, alors en fait, on a des indices et donc des ETF qui découpent en fonction de la taille de capitalisation. On va retrouver les large cap, les mid cap et les small cap. Donc on garde de l'anglicisme partout. Grande capitalisation, moyenne capitalisation, petite capitalisation. Exactement. Voilà. Et donc, lorsqu'on achète un indice qui comprend tous les types de capitalisation, on a à 95% un risque qui est porté par le segment large cap, parce qu'on a pondéré par les capitalisations boursières. Alors, il existe des indices qui, eux, vont essayer de ne pas avoir cette méthodologie par capitalisation boursière, et donc on va les retrouver plutôt sur la partie small cap, dans lesquels, si j'achète du small cap, j'ai un petit risque effectivement de liquidité, et dans lesquels on répartit au contraire les différentes positions. Donc dans le portefeuille, vous allez retrouver de manière équipondérée les différentes valeurs du segment small cap. Et vous allez retrouver en fait ça sous une famille qui s'appelle des facteurs size. Size, c'est pour la taille, dans lesquels en fait, quand on parle de size, on parle de petite capitalisation. D'accord. Bon, là aussi, réponse très claire. Question de Vincent, existe-t-il des ETF pour le PEA-PME? Ça existe ça, ETF PEA-PME? Il y en a eu un à une époque, je crois qu'il y en a 0 maintenant. Donc non, aujourd'hui il n'y a plus de produits sur le marché. Les règles d'éligibilité pour mettre des valeurs dans le PEA-PME font que la gestion par ETF est complexe. Très complexe. Donc les gérants ont abandonné ce segment. Si je puis dire, en fait, le fondement d'un ETF, c'est la liquidité qu'on a évoquée. Et quand on est sur un segment dans lequel la capitalisation est au-delà de small, c'est vraiment micro, on ne pourra pas assurer cette liquidité. Et donc, c'est compliqué, un, en gestion, et deux, aussi en expérience client pour quelqu'un qui veut sortir d'une position qui n'est dite pas liquide. Oui, ça aussi, c'est effectivement un rappel utile. Question de Mama qui l'a posée à 18h32. C'était l'un des premiers à la poser. Il faut quand même absolument qu'on y réponde. La composition des ETF est-elle modifiée régulièrement? Ah, voilà une question intéressante. Tout à fait. Il y a des événements dans la vie d'un indice. Il y a des événements périodiques, donc en général 2 fois par an pour les indices actions, dans lesquels on va repasser à la moulinette l'univers selon les grilles qui ont été définies par cet indice. Par exemple, le S&P 500, méthodologiquement, 2 fois par an, ils prennent l'univers américain, ils regardent les 500 plus grosses. Et donc, s'il y a eu des changements parce que il y a une entreprise qui a une bonne performance et inversement, une croissance, du coup, ça va être modifié et ça va être évolué. Quelque chose qu'on rappelle fréquemment, un indice, c'est pas comme quelque chose comme ça, ça évolue, ça vit dans le temps. Ça vit et donc ça reflète en fait le dynamisme et les trajectoires des différentes sociétés. Donc c'est pour ça qu'on retrouve les meilleures sociétés dans nos ETF qui sont pondérées par les capitalisations boursières. On l'évoquait tout au début, quand bien même vous arriveriez à acheter les 40 actions d'un indice, je parlais du CAC 40, et vous devriez en permanence surveiller la composition pour arbitrer votre portefeuille, sortir une valeur, parce que le CAC 40 il bouge aussi, on l'a vu. Donc vous devriez en permanence avoir l'œil, guetter ce qui est sorti et rentré, arbitrer vous-même votre portefeuille, faire les achats-ventes. Enfin, bref, donc quelque chose qui tout se fait automatiquement, c'est pas mal. Quasiment impossible à gérer pour un particulier au quotidien, donc ça fait partie
un des grands avantages de l'ETF. Question à laquelle vous avez répondu un petit peu, enfin même carrément, je pense, Arnaud, la performance d'un ETF est-elle nette de frais de gestion ? Oui, la performance, oui. Tout Parce à fait. Que justement, les frais de gestion sont ponctionnés au jour le jour sur un ratio de frais de gestion divisé par 252. Eh bien voilà. Question aussi que j'avais envie de poser, question de Christian posée au moment de l'inscription. Y a-t-il des ETF, parce qu'on l'a évoqué rapidement, des ETF thématiques sur des objectifs de développement durable tels que la transition énergétique, la transition écologique, la lutte contre le dérèglement climatique ? Messieurs, ça existe ça ? C'est un grand oui. Je spoil la réponse, pardon. Oui. Je divulgage la réponse. Oui, souvent, d'ailleurs, la thématique qui est suivie est indiquée dans le nom de l'ETF. On a des ETF qui sont alignés avec les accords de Paris, par exemple. On a des ETF qui, donc on le disait, souvent les ETF dits SRI, donc qui suivent en français l'ISR, l'investissement socialement responsable, du coup, qui sélectionnent des indices avec des critères, alors soit d'exclusion ou soit au contraire où on privilégie tel ou tel type de valeur suivant la méthodologie. Et donc souvent, ces ETF, effectivement, on l'a dit, c'est très transparent, c'est indiqué dans le nom du produit, quel type d'indice ils suivent ou quel type de méthodologie ils suivent. Et encore une fois, si le nom n'est pas suffisamment clair, on a toute la documentation du fond du produit qui explique donc l'indice et ensuite les valeurs qui sont détenues, si jamais on souhaite faire une gestion de conviction et exclure ou bien au contraire favoriser telle ou telle valeur. Bon. C'est intéressant parce qu'il y a la méthode, effectivement, comme le disait Thomas, et il y a aussi après la thématique en elle-même. On peut avoir des ETF sur les énergies renouvelables. Donc il y a à la fois la méthode de sélection effectivement d'un indice qui va avoir cette patte un peu ISR, et après la thématique réelle de l'eau, de l'énergie renouvelable qui sont où on investit directement dedans. Sont largement disponibles dans la gamme et notamment dans la gamme iShares. Je vous invite à retrouver les émissions 100% ETF qui sont sur la rubrique vidéo du site Boursorama. On consacre de nombreux numéros à ces thématiques et vous verrez que là aussi il y a une large gamme de produits disponibles. Hugo qui réagit toujours sur l'évolution des ETF nous demande: est-il possible d'être informé de cette modification des actions sous-jacentes relatives à un ETF ? Je ne sais pas si ça fait l'objet d'une communication particulière sur l'ETF en lui-même. Non, sur l'ETF en lui-même, non. Il va falloir... regarder les indices, quoi. Regarder les indices. Ce sont des indices publics. Oui. Donc, en fait, ces informations ne sont pas ni pour le gérant d'actifs ou pour les banques, etc. Donc, elles sont disponibles. Par contre, il faut les suivre. Il faut les suivre un petit peu. Question de H77 fiscalement. Quelle est la différence entre acheter les actions du S&P 500 et acheter un ETF du S&P 500 ? Est-ce que ça revient au même ou est-ce que c'est un peu différent ? Alors, c'est un peu différent et du coup, à votre avantage au travers de l'ETF. Moi, j'aime bien cette réponse. Je vais parler en fait d'une différence à l'intérieur de l'ETF. Après, il y a peut-être d'autres considérations fiscales qui rentrent en jeu, mais qui, à mon avis, seront plutôt, encore une fois, à l'avantage de l'ETF. Donc, à l'intérieur de l'ETF, nous allons percevoir des revenus, donc les dividendes que l'on a évoqués, dans lesquels on réinvestit ces dividendes, mais donc qui sont perçus à l'intérieur du fonds et capitalisent sur la valorisation du fonds, donc vous en bénéficiez avec l'appréciation. Et intervient un niveau de fiscalité. Donc il y a une fiscalité sur les retenues de dividendes. La fiscalité par défaut des entreprises américaines est de 30%. Oui. Donc lorsqu'un investisseur onshore, donc c'est le vocabulaire juridique non américain, perçoit des dividendes sur une entreprise, il est retenu et reçoit 70% de ces dividendes. D'accord. Dans le cas d'un ETF de droit irlandais, là, il y a deux conditions. Là, on est technique, on termine. C'est pour ça en fait que nos ETF de droit américain, ils sont plutôt de domiciliation irlandaise. Okay. La taxe n'est que de 15%. D'accord. Donc on reçoit 85%. Donc à l'arrivée, c'est environ 0,3% d'écart de performance amélioré. Ouais. Et lorsqu'on est en réplication synthétique, on l'a évoqué, on va pouvoir faire de temps en temps mieux. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve des ETF de réplication synthétique à dominante sur les actions américaines. Parce qu'effectivement, on peut retrouver des fois une absence de fiscalité totale. Il a toujours des choses à nous apprendre, nos géants. Il conserve toujours des petites informations supplémentaires pour préciser aussi, à nous donner. Une fois que cette fiscalité est appliquée, on a aussi parce que la fiscalité du particulier. Donc, lorsque c'est détenu dans le PEA, on a aussi cette économie d'impôt pour un PEA de plus de 5 ans, où au lieu que le contribuable français soit taxé à 30% à la sortie, si votre PEA a plus de 5 ans, vous avez 17,2. Donc, effectivement, on peut avoir un cumul avec
le produit, donc monde PEA, on a ce cumul d'économies en fait, à toutes les échelles, à la fois au niveau du produit, à la fois au niveau de l'enveloppe de détention pour le particulier français. Bon. L'action américaine, malheureusement, ça sera en compte titre. Il n'y a pas de discussion possible. Bien sûr. Les clients les plus techniques sont de sortie. Hugo, continue, ça va être pour vous. Arnaud aussi. Le calcul du prix des ETF prend-il en compte la volatilité des marchés ainsi que les taux d'intérêt comme un turbo calcul Black-Scholes ou s'indexe-t-il seulement sur le cours d'une action? Ça devient... Moi, je suis largué. Je ne sais pas répondre à cette question. Donc, la réponse est à 99%, c'est par rapport au cours des actions sous-jacentes. D'accord. Il n'y a pas l'intervention de la volatilité. Donc, quand je dis 99%, le petit pourcent résiduel, il est sur la bande. Donc, de prix juste. Retour au premier slide. Donc Hugo, si vous n'étiez pas là au tout début, allez voir. On peut se la remettre peut-être ces slides de la bande de prix juste. Et en fait, la bande en régie, ils vont faire des merveilles. Ils vont va être plus large lorsqu'on parle d'un univers plus volatile. Alors, est-ce qu'elle a... Mais voilà, ils sont forts. Parce que la couverture faite par les banques qui sont derrière effectivement ces automates, les banques françaises, américaines, etc., vont devoir, elles, intégrer ce petit risque de latence, d'écart de temps, entre le moment où moi je vais vouloir acheter et le moment où ils vont pouvoir couvrir ces positions. Et ce petit écart de latence, il coûte un peu plus si jamais ça bouge dans tous les sens que si c'est complètement plat. C'est pas grave d'attendre un peu. Et voilà, réponse technique précise, éclairante d'Arnaud Gian. Est-ce qu'en régie, je vois qu'il est 19h37, mais voilà, quand c'est passionnant, on n'arrive pas à s'arrêter. Est-ce qu'on a répondu à la plupart des questions? Je n'aurais pas l'ambition de dire toutes, mais est-ce qu'on a fait le job ce soir? J'attends le signal dans l'oreillette. Qui ne vient pas? Mystère, suspense? Dans les grandes lignes, me dit-on. De toute façon, mais j'en profite, mais c'est normal parce que j'imagine qu'il y a des tas de questions sur les ETF. Je vous invite à regarder sur le portail Boursorama. On l'a dit, il y a 100% ETF avec notamment Arnaud Gian qui apporte plein d'explications sur différentes thématiques. Il y a des ressources pédagogiques qui sont sur la rubrique ETF, là aussi avec des fiches pratiques, des articles. Il y a ce qu'on peut faire aussi dans le cadre des Actu Bourse, avec notamment le palmarès des ETF. Il y a aussi, si vous êtes client, je vous invite à découvrir cette initiative Bourse au Campus. C'est notre rubrique pédagogique qui vous permet de vous initier à tous les grands fondamentaux de la finance pour bien maîtriser vos investissements. Et dans la rubrique intermédiaire, vous avez quelque chose sur les ETF. Donc allez voir sur le portail, il y a plein de ressources. Vous allez voir des vidéos, des fiches pédagogiques, des quiz même pour tester vos connaissances. On a également traité de nombreuses fois dans le cadre des Bourses Live les rencontres des ETF, donc des tas d'émissions en replay qui vous permettront de perfectionner vos connaissances. Et puis le replay de ce webinaire, il sera disponible d'ici quelques jours sur le site de Boursorama. Merci beaucoup messieurs de toutes vos explications sur les ETF. Moi en tout cas je me sens paré pour investir. Merci messieurs. Merci Laurent. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez encore quelques secondes après le clap de fin, le temps de remplir un court questionnaire de satisfaction. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris des tas de choses et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.